Voilà, re-bienvenue à tous. Je vous invite à prendre place. Voilà, on est encore ensemble pour quelques interventions et un panel. J'accueille maintenant Pascale Delcominette, qui est administratrice générale de l'Agence Wallonie-Bruxelles Internationale et de l'APF. Elle va prendre la parole. Je crois savoir que WBI a soutenu un très très grand nombre de projets entrepris par Marie-Soleil. Merci d'être là. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je tiens d'abord à remercier les organisatrices et les organisateurs de ce moment d'hommage académique à Marie-Soleil, de m'avoir autorisé à venir prendre la parole. Je présente aux proches de Marie-Soleil ainsi qu'à toutes les personnes qu'elle a réunies aujourd'hui les marques vives de mon amitié et de ceux et de celles que je représente et qui l'ont bien connue. Marie-Soleil a travaillé pour l'APF au Burkina Faso de août 1997 à octobre 2000. Et c'était une période un peu particulière puisque c'est une période où c'est le moment de l'affirmation de notre présence sur la scène internationale et singulièrement en Afrique. Marie-Soleil a été une de ces personnes qui ont participé à cette affirmation, à cette reconnaissance, à notre prise de légitimité. Et elle venait de défendre sa thèse Presse et démocratie en Afrique francophone. Je la cite. Que disent ceux à qui l'on donne accès à la parole après des dizaines d'années de dictature? Comment s'expriment-ils? Quelles sont leurs préoccupations? Qui prend la parole pour dire quoi et comment lorsque la liberté d'expression est rendue à un peuple dont l'expérience de l'État moderne s'est jusque-là limitée au régime autoritaire, colonial, puis postcolonial? Tout est là. Marie-Soleil, dès 1996, s'interroge et met les mots justes sur ses préoccupations et sur les nôtres. Et dans le sillon de ces premières lignes, Marie-Soleil a incarné en Afrique et en francophonie ce que la Fédération Wallonie-Bruxelles a de mieux à offrir. C'est donc vraiment un honneur de pouvoir, avec vous, rendre hommage à la personne, mais aussi à ce qu'elle a fait, à ce qu'elle a permis de faire, aux valeurs qu'elle a défendues et à l'image qu'elle a portée. En octobre 2017, et dans le cadre d'une action de soutien à la presse haïtienne, j'ai encore eu l'occasion de mesurer son engagement, l'authenticité de son engagement pour les journalistes qui sont sur les barricades, tout son professionnalisme et sa capacité à permettre aux autres de donner le meilleur d'eux-mêmes. Marie-Soleil a travaillé à nous permettre de relever cette ambition d'être aux côtés des personnes qui sont les porte-voix et les révélateurs des failles de nos sociétés. Vous y avez travaillé avec elle et nous allons continuer de le faire en sa mémoire. Je m'engage à ce que nous soutenions les événements qui la mettent en lumière, à l'instar du prix Marie-Soleil Frères de la meilleure journaliste décerné lors de la journée nationale de la presse burkinabé le 20 octobre de chaque année. Marie-Soleil, je crois, n'aurait pas aimé que je parle trop d'elle, que je ne parle que d'elle. Et c'est pourquoi je souhaite aussi que nous ayons une pensée pour les populations d'Afrique de l'Ouest, de plus en plus menacées par le terrorisme. Et je ne peux m'empêcher de me dire qu'une personnalité comme Marie-Soleil va beaucoup nous manquer dans la lutte contre ce fléau au Burkina, comme ici. Et je veux conclure avec toutes mes pensées pour ses parents, pour ses proches, pour son mari et pour ses enfants, pour ses filles, Yanae, Yélène et Yaël, à qui je souhaite le meilleur pour la vie devant elles. Je vous remercie beaucoup. Voilà, je disais donc que j'invite maintenant Anne Weyemberg à reprendre la parole en tant que
vice-rectrice aux relations extérieures et à la coopération. Elle est aussi parmi les instigatrices de ce colloque, donc merci beaucoup pour son soutien de la première heure. Je crois savoir que, enfin en tout cas ça c'est certain, Marie-Soleil et elle ont eu à assumer des fonctions similaires et je crois savoir que toutes les deux ont une certaine façon de voir cette fonction qui n'est sans doute pas la même et qui se rencontre sur de nombreux points. Et donc je laisse la parole à Anne. On compte la mettre après, on peut la mettre avant. Okay, si tu comptes avant. Ok, non, ça va, c'est très bien. D'accord. Okay. Merci beaucoup. Oui, j'ai une présentation, si vous voulez bien. Merci beaucoup. Alors, rebonjour. Je vais parler cette fois-ci en mon nom. Je vais enlever aussi mon masque. Alors oui, donc vous le savez, Marie-Soleil a été vice-rectrice aux relations internationales et à la coopération au développement, fonction qu'elle a exercée de septembre 2016 à février 2018. Et elle n'aura malheureusement pas pu l'exercer longtemps, mais elle l'a très très profondément marqué, comme elle nous a d'ailleurs tous marqués et comme elle m'a moi-même marqué. Et je dois dire que je repense tout le temps à nos conversations et à ces précieux conseils, ô combien précieux, lorsque j'ai moi-même repris cette fonction il y a maintenant un peu plus d'un an et demi. Et je dois vous dire que je me prends très souvent, lorsqu'un problème délicat surgit, à me dire qu'est-ce que Marie-Soleil aurait fait dans cette situation, quelle aurait été sa décision. Alors, parmi les réalisations de son vice-rectorat, et je ne vais évidemment pas toutes les passer en revue, elle a fait énormément de choses pendant ce vice-rectorat, mais parmi ces réalisations, il faut souligner l'établissement pour la première fois de deux partenariats privilégiés, partenariats stratégiques avec des universités africaines. Et donc, quand le recteur Yvon Angler a fait part à Marie-Soleil de son souhait d'avoir une université africaine parmi les partenaires privilégiés de l'ULB, Marie-Soleil en a tout de suite proposé deux, en disant que c'était impossible de départager ces deux universités-là. Et c'est ainsi qu'il y a deux universités qui ont fait leur entrée dans notre petit groupe d'universités privilégiées avec lesquelles nous entretenons des relations stratégiques et très fortes au plan transversal de l'université. Donc ces deux universités, c'est l'université de Lubumbashi, en RDC, donc l'UNILU, et également l'université Joseph Kizerbo à Ouagadougou au Burkina. Et donc, ces deux universités ont ainsi intégré ce petit groupe d'universités privilégiées ou partenaires privilégiés aux côtés de Oxford, Cambridge, Berkeley, Sorbonne, etc. Alors, pour évoquer Marie-Soleil, il y a une télécommande. Ici peut-être, avec la souris. Oui. Les mystères de la technique. Avec les flèches. Alors, pour évoquer, donc comme je le disais, Marie-Soleil, j'aimerais partager avec vous quelques photos qui retracent deux missions institutionnelles auxquelles elle a participé comme vice-rectrice. L'une justement à Lubumbashi en mars 2017 et l'autre à Ouagadougou en janvier 2018. Alors il y a évidemment beaucoup d'autres missions, on l'a déjà dit précédemment, auxquelles elle a pris part, mais ces deux-ci sont particulièrement représentatives.
Alors, les quelques photos que nous avons choisies, et nous les avons choisies avec Gaëlle Ducarme, responsable des relations internationales, et qui a travaillé très, très étroitement avec Marie-Soleil quand elle était vice-rectrice, illustre la polyvalence, je dirais, du métier de vice-rectrice comme le voyait Marie-Soleil, mais surtout aussi le sérieux et la bonne humeur qu'elle y mettait. Pardon. Alors voilà quelques photos donc de la mission à Lubumbashi, ici avec Gaëlle bien entendu, mais aussi avec deux chercheuses qui ont fait leur thèse entre l'ULB et l'UNILU. Ici, on la voit en compagnie du recteur Angler, entre autres. Donc, il s'agissait d'un séminaire sur les collaborations possibles pour le soutien à la faculté de médecine. Ici encore, on la voit très concentrée et c'était une présentation des recherches en matière de pisciculture. Ici, lors d'un des nombreux cocktails de fin de journée qui marquent le rythme, si j'ose dire, de ces missions, cocktail de fin de journée où l'on rencontre évidemment un grand nombre de personnes. Marie-Soleil, ici, dans son élément, un de ses éléments préférés, en tout cas, avec les collègues de journalisme et communication, et avec des étudiants de la radio locale. Ici, lors d'une visite dans un des hôpitaux de Lubumbashi. Et enfin, dans un séminaire ou après un séminaire ayant pour objectif de montrer aux entreprises locales les collaborations qui peuvent être développées avec l'UNILU. Quelques photos, donc ça c'était pour la mission à Lubumbashi. Maintenant, quelques photos d'une mission à Ouaga en janvier 2018 qui était organisée pour signer le fameux partenariat privilégié avec l'université Kizerbo que je mentionnais tout à l'heure. On les voit d'ailleurs ici donc, lors de la signature de cet accord. Et donc cette mission était aussi menée à l'occasion d'un colloque organisé par les facultés de pharmacie de l'ULB et de Ouaga. Et la délégation était une délégation extrêmement importante puisqu'elle réunissait toute une série de facultés de notre université et également notre ONG ULB Coopération. Alors, lors de cette mission, Marie-Soleil avait aussi voulu emmener toute la délégation, en tout cas une grande partie de cette délégation, pour un dimanche à Wegdo, le village de son mari Étienne, village devenu le sien. Et donc voici quelques photos de cette visite au village. Et ici avec le chef du village. Lors de cette visite, les membres de la délégation ont été particulièrement touchés par le dynamisme et l'enthousiasme de l'équipe du centre de santé du village et par les besoins aussi de ce centre de santé. Et à leur retour, un projet magnifique a été monté pour soutenir et renforcer ce centre de santé, et ce sous la houlette de Pierre Van Antwerpen, qui était à ce moment-là doyen de la faculté de pharmacie. Et le projet, financé par WBI et également par le Fonds pour le Burkina, a été lancé officiellement à Wegdo en février 2021, et Marie-Soleil a encore eu ce grand bonheur de pouvoir connaître le lancement de ce magnifique projet. Alors, le temps qui m'est imparti,
m'empêche évidemment de poursuivre l'évocation de toutes ces réalisations comme vice-rectrice. Je voudrais quand même encore dire un petit mot, entre autres, de notre fameux fonds de solidarité qui permet en fait de financer quelques chercheurs en danger par année. Et donc c'est un fonds auquel Marie-Soleil tenait énormément et qu'elle a continué de diriger vraiment jusqu'à la fin de sa vie. Et j'y vois vraiment là une preuve de plus de son engagement et du courage extraordinaire dont elle a fait preuve face à la maladie qu'elle a vraiment affrontée avec une lucidité incroyable. Et on reviendra à ce fonds de solidarité tout à l'heure avec Gérard. L'expertise de Marie-Soleil, ses connaissances, sa vision de la coopération, l'importance de son engagement et de l'empreinte qu'elle a laissée nous ont poussé à rebaptiser le prix de la coopération que nous décernons tous les 2 ans, prix Marie-Soleil Frères. Et ce prix vise à récompenser un académique ou une équipe de recherche de l'ULB qui, par la qualité de ses travaux scientifiques et son action dans le domaine de la coopération, a contribué à renforcer la visibilité de l'ULB en tant qu'acteur de la coopération. Et donc le prix Marie-Soleil Frères sera décerné pour la première fois sous cet intitulé le 27 avril 2022. Et je voudrais en fait revenir à l'idée aussi qui a été émise tout à l'heure par Guy, puisque donc vous avez cité l'université de Witwatersrand qui a contribué à, si j'ai bien compris, mettre sur pied le programme dont vous parliez. Donc, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais donc nous avons mis sur pied, c'était aussi à l'époque du recteur Yvon Angler, une université européenne, donc une alliance européenne, qui compte maintenant, qui s'appelle Civis, puisque nous mettons l'accent sur civic engagement, et qui compte maintenant 10 partenaires européens, mais qui compte également, et c'est tout nouveau, donc ça date d'il y a 3 semaines, 15 jours, 3 semaines, mais qui compte aussi 6 partenaires africains. Et donc nous avons signé les accords avec les 6 partenaires africains à Marseille. Et donc, nous allons maintenant évidemment implémenter ces accords et développer, approfondir nos coopérations avec chacune de ces universités, dont fait partie l'université de Witwatersrand. Et donc, voilà, je ne suis pas personnellement journaliste, je suis juriste, donc je serais bien incapable de monter le projet lui-même au plan du contenu, bien entendu. Mais en tout cas, je me dis qu'il y a un point de départ, votre idée bien entendu, mais aussi notre alliance Civis et ces accords que nous avons signés, entre autres avec Witwatersrand. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et avec nous pour modérer le 2e panel, Manu Klimis de l'Université Saint-Louis. Il est politologue, il travaille dans les 10 pays fragiles et post-conflit, notamment en Afrique. Il a passé de très nombreuses années aux côtés de Marie-Soleil. Il est aussi actif dans le monde de la coopération depuis très longtemps. Il le connaît bien en tout cas. Oui, hein. Et donc il anime un échange intitulé Coopération vers la décolonisation des Media Studies. Et je lui cède la parole et lui laisse le soin d'introduire les intervenants. Ça va? Je fais ça d'ici? D'où tu veux. Ouais, c'est bien. Voilà. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous. Merci en tout cas d'abord pour commencer de m'avoir associé en fait à ce colloque d'hommage. C'est vrai que moi je suis politologue, je suis un de ces collègues non journalistes dont Christine a parlé tout à l'heure, qui ont été embarqués dans les recherches de Marie-Soleil déjà depuis un peu plus de 15 ans. J'ai partagé avec elle un intérêt marqué pour le Burundi et de nombreux séjours de terrain sur place. Je suis aussi touché de Burundi nostalgie.
ne pouvant pas non plus me rendre au Burundi depuis les événements de 2015. Et j'ai aussi partagé avec elle un entrecroisement, hein, pour reprendre de nouveau ce terme, encore que bien plus modeste de ma part, entre un profil de chercheur, un profil d'enseignant, un profil de praticien, un profil de membre de la société civile, d'expertise en appui à la décision politique, etc. Elle m'a aussi prêté son bureau, très très pragmatiquement, pendant qu'elle occupait celui de vice-rectrice aux relations internationales. C'est grâce à ça, dans ce foisonnement d'activités, que j'ai réussi à dégager le temps de boucler ma thèse de doctorat. Donc je lui en suis également terriblement reconnaissant à cet égard. Je suis aussi un des fusibles ou un des canaux de sauvetage ou une des roues de secours qu'elle a mis en place, à l'image un peu du coup de fil que Florence évoquait sur la localisation de ses fichiers d'ordinateur, pour assurer le suivi des projets qu'elle avait commencé à mettre en place. Et donc, elle m'a confié, avec son ancien doctorant, Lassane Yameogo, qui est quelque part dans la salle, avec son ancien doctorant Lassane, la charge de porter maintenant le projet de formation Sud de certificat en journalisme, communication et conflit, qui est mené donc au Burkina Faso et qui vise, pour les 5 prochaines années, à former les journalistes à l'enjeu des conflits, et bien sûr, et de la situation liée au risque terroriste sur le territoire. Et on mène ce projet, du coup, à 3, donc, n'est-ce pas, avec Irène Di Jorio, que vous avez vu tout à l'heure, avec Irène, que vous avez vu tout à l'heure aussi en début de colloque. Alors, le panel, la séquence maintenant, est consacrée à coopération vers la décolonisation des médias studies. On a parlé de décolonisation à de nombreuses reprises avec Marie-Soleil ces 10 ou 15 dernières années. Elle n'en voulait guère, hein, de ces développements théoriques sur les questions de décolonisation, décolonialisation, post-coloniale, etc. N'importe quoi, est-ce qu'elle aurait dit, hein, pour reprendre l'expression que Christine évoquait avec beaucoup de justesse tout à l'heure. Par contre, c'est un enjeu qui était pour elle, je crois, important, d'une façon très très pragmatique, c'est-à-dire à faire comme le fait ce panel et comme le fait finalement l'intégralité du colloque, acheter des ponts entre le Nord et le Sud, acheter des ponts entre le Sud et le Nord, entre le journalisme et d'autres disciplines, entre la recherche, l'engagement et la pratique. Et c'est ce mélange-là, ce sont ces ponts-là qui composent du coup le panel qui va maintenant intervenir, puisque Benoît Grévis, je suppose que je vous appelle à venir rejoindre la table. Benoît Grévis a collaboré avec Marie-Soleil sur de très nombreux projets à Ouaga, à Kin et à Bujumbura pendant les 3 dernières dizaines d'années. Il est professeur de journalisme il est professeur à l'école de journalisme de Louvain. Delphine Dieudonné, qui est aussi quelque part dans la salle, de l'administration des relations internationales ici à l'ULB, et avec qui Marie-Soleil a contribué sur de nombreux projets également, et notamment un projet dont elle vous parlera plus en détail. Daniela Niteka, une ancienne doctorante de Marie-Soleil, qui est enseignante aujourd'hui au département de journalisme et communication à l'université du Burundi et qui a terminé sa thèse dans le cadre d'un projet de coopération à RES entre l'UCL et l'université du Burundi. C'est Benoît, je pense, qui était le promoteur de sa thèse, et Marie-Soleil qui l'a également accompagné, et Gérard Birantamigé, également ancien doctorant de l'ULB, qui a eu l'occasion de travailler avec Marie-Soleil, Gérard est burundais aussi, et donc sur le terrain burundais depuis de nombreuses années, et qui va aussi évoquer la raison pour laquelle il est aujourd'hui en Belgique, et qui est donc lié à Marie-Soleil et à ce qu'elle a laissé comme héritage à l'ULB. Donc je vais vous donner successivement la parole. Je ne vais pas assurer l'animation de la salle avec le même brio que Marie l'a fait pendant tout le panel précédent, parce qu'elle a quand même placé la barre très très haut. Je vais me contenter de modération peut-être un peu plus classique, avec du bruit si vous dépassez un temps de parole excessif. L'idée est de prévoir éventuellement, je vous fais pour ça appel à tous, des possibilités d'intervention avec la salle après les différentes présentations qui vont avoir lieu. Donc sentez-vous la possibilité d'intervenir également
au terme de ces présentations. Je cède d'abord donc la parole dans l'ordre qui m'a été transmis à Benoît, puis à Delphine, puis à Daniela, puis à Gérard. Non? Oui? Oui? Et alors, l'idée était effectivement que Anne puisse participer, mais on en a parlé en début de séance, en tout cas pour répondre aux éventuelles interpellations, discussions avec la salle au terme du panel. Donc, Benoît, tu as la parole. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, et merci de me donner l'occasion de participer à ce colloque, à cet hommage. Et je vais essayer sur ce thème qui nous est proposé de décliner ce qui pour moi est un parcours d'abord amical, profondément amical et professionnel. Professionnel, je vais essayer de le faire en tissant. On a beaucoup évoqué cette capacité de Marie-Soleil à le faire, mais à tisser à la fois quelques images, quelques moments importants, et puis qui signifient des choses d'un point de vue d'évolution que Marie-Soleil a, pas qu'accompagné, elle a vraiment suscité en ce qui me concerne, des matières que je traite pour ma part, c'est-à-dire les pratiques journalistiques, leurs évolutions, la déontologie, l'éthique du journalisme et les identités professionnelles qui se construisent. Et si je le fais, c'est en ne perdant pas de vue le thème de la décolonisation, parce que je pense qu'elle a énormément contribué à décoloniser les esprits. Alors peut-être pas au sens de la décolonisation telle que Manu vient de l'évoquer, mais en tout cas à nous déniaiser. La première image que je voudrais évoquer très rapidement, c'est j'ai rencontré Marie-Soleil alors que nous étions tous les deux très jeunes dans la carrière universitaire. Nous avions tous les deux fait un passage en journalisme. Et pour moi, la maison, je devrais dire les maisons de Marie-Soleil, c'est un endroit qui, comme beaucoup d'entre vous probablement, m'a profondément marqué. J'avais déjà été quelques fois en Afrique, j'avais déjà eu quelques fois l'occasion de travailler sur des problématiques journalistiques en Afrique. Et là, c'était le choc, parce que tous ceux qui la connaissent le savent, chez Marie-Soleil, on croisait journalistes et étudiants, et on discutait journalisme et politique. Ça me changeait beaucoup des hôtels, des salles d'hôtels, des salles de conférences climatisées et de la manière dont on parlait de ces problématiques partout ailleurs. C'était pour nous aussi, je n'ai pas peur de le dire, une forme de naïveté tant dans les chantiers qu'elle a ouverts, mais qu'elle a assumés jusqu'au bout, comme vous le savez, mais de naïveté aussi de représentation de ce champ de ce qu'était la déontologie journalistique. Et très clairement, nous étions d'une naïveté invraisemblable, puisque comme l'ensemble, j'ai envie de dire, ou presque l'ensemble du champ disciplinaire, nous arrivions avec cette illusion que la déontologie était un outil qui pouvait aider à l'émancipation et au progrès démocratique, avec une vision qui, vous en doutez, était particulièrement occidentalo-centrée et naïve par rapport aussi aux enjeux de la déontologie qui sont les nôtres et qui étaient les nôtres à l'époque. Je parlais de naïveté, il fallait avoir une certaine dose de naïveté, probablement d'enthousiasme de cette jeunesse-là pour faire ce que Marie-Soleil a fait et a continué à faire pendant des décennies, c'est-à-dire mobiliser aussi bien des académiques que des professionnels pour venir sur tous ces chantiers, à une époque, on l'a évoqué tout à l'heure, où ces matières étaient très peu valorisables dans le parcours académique au sens institutionnel du terme. Une autre image pour moi qui est fondamentale, c'est celle de Marie-Soleil traversant ses capitales sur ses mobylettes, ses P50, avec parfois des chutes aux motifs indéterminés, et la confrontation à une autre réalité de la coopération. C'est celle des dangers qu'elle comporte et qu'elle comportait. C'est évidemment aussi ce moment qui résonne fortement pour beaucoup d'entre vous, c'est la mort de Norbert Zongo qu'on a évoqué. Norbert Zongo qui venait sur les bancs de la maison de la presse de Ouaga, dans des formations que nous donnions. Et je me souviens de toutes les interrogations de Marie-Soleil sur notre responsabilité
à emmener des journalistes dans des formations qui nous engageaient, en tout cas elle beaucoup plus que moi, mais moi en définitive relativement peu quant aux dangers qu'ils pouvaient comporter pour les journalistes qui sur le terrain essayaient d'appliquer ces valeurs. Cette période-là, c'est celle d'une certaine forme de prise de responsabilité. Après, il y a eu prise de responsabilité assez rapide, je dois le dire, de sa part, qui avait un esprit particulièrement lucide et critique, ça a été dit à de nombreuses reprises. Mais j'ai en tête deux images, une au Maroc, une autre à Libreville, de confrontation à certaines formes de coopération. Je me souviens de l'humour froid que Marie-Soleille pouvait développer quand elle constatait que la coopération pouvait parfois être davantage un business qu'un geste politique ou un geste intellectuel ou universitaire. C'était le cas au Maroc où elle m'avait provoqué un fou rire que j'avais eu beaucoup de mal à réprimer. Et à Libreville, une autre facette que ceux qui la connaissent bien aussi, c'est que Marie-Soleille, c'était un fameux tempérament, et quand elle était fâchée, on le savait. Même ses amis, je peux vous dire, le savaient, et n'hésitez pas à dire, et avec raison, parfois ses colères. C'est à Libreville où nous constations ensemble bien que cette profession de journaliste que nous observons, que nous aimons profondément, comme toute profession, a ses limites, et à un moment où un buffet était offert par le président de l'époque à la suite d'un colloque organisé par une association d'un pays que je ne citerai pas, mais qui a d'autres moyens que la Belgique, et qui pratiquait des formes de coopération directement pilotées avec les avantages qui vont avec ce type de pratique. Marie-Soleille ne se cachait pas pour dire haut et fort que ces pratiques étaient inadmissibles. C'est assez rare quand même dans nos milieux, il faut le dire. Dernière image, parce que je suis contraint par le temps, c'est évidemment le Burundi. Alors la burundostalgie qui a été évoquée, je pense qu'effectivement, elle marque beaucoup d'entre nous. Elle a beaucoup, évidemment, marqué Marie-Soleille. Je pense que c'est le temps de la complexité aussi, et je reprends ce thème de la manière dont nous avons avancé sur les problématiques que nous avons travaillées. On a été confrontés à la fois au meilleur et au pire. Le meilleur se trouve assis là. Ce sont des vrais résultats, des résultats concrets qui permettent de faire progresser les problématiques qui tenaient à cœur à Marie-Soleille, mais aussi les limites de l'action, de la coopération. Marie ne cachait pas non plus son énervement face à des coopérations qui se faisaient parfois en fermant les yeux sur des réalités politiques. Pour ce qui concerne le journalisme, nous avons dû nous rendre à l'évidence et suspendre le programme de formation que nous y menions. Marie-Soleille, ou Marie, moi je l'ai toujours appelée, ou d'une manière ou de l'autre selon les circonstances, ne m'a pas caché sa colère quand je lui disais qu'il fallait absolument arrêter, alors que, bien plus courageuse que moi, elle était entièrement convaincue qu'il fallait continuer et trouver d'autres manières de le faire. C'est le moment aussi où nous avons pu faire le point sur toute une série de dimensions de notre action. Et je reviens à cette conception de la déontologie. C'est la découverte des temps beaucoup plus complexes, autant dans les médias européens, occidentaux, comme dans les médias africains. On a pu, à une époque, accepter que la déontologie allait être un outil régulatoire qui permettait d'améliorer les pratiques et derrière ces pratiques, la démocratie. Ces décennies intimes passées avec elle ont permis d'avancer sur une conception d'une déontologie qui doit être bien davantage articulée autour de valeurs fondamentales et de valeurs pérennes, d'intérêt général intimement liées à la démocratie, mais faisant place au particularisme culturel, faisant place à des réalités qui sont souvent extrêmement éloignées de celles dans lesquelles les cadres déontologiques ont été élaborés. La dernière photo, dernier lieu pour moi, il est dans un endroit qui est probablement un peu moins exotique et lointain, enfin exotique, quoique c'est la Famenne, Étienne, et c'est la dernière rencontre et la dernière discussion animée que nous avons pu avoir et dans laquelle, comme j'ai eu l'occasion de le faire pendant des décennies avec Marie, c'était obsessionnel chez elle, il faut le dire, on l'a dit, c'est cette réflexivité, se poser des questions sur ce qu'elle faisait, sur les limites, sur la justesse de ce qu'elle faisait. Nous avons eu une conversation rude
on peut le dire, avec Étienne, sur justement la décolonisation. Et comme on se connaît très bien, on n'a jamais eu peur de donner nos points de vue précis. Ça faisait des étincelles, mais de belles étincelles. Et on a pu remettre en place toute une série de questionnements justement sur la complexité de ce qu'est aujourd'hui le journalisme en démocratie. Et l'entrecroisement apparaît tellement évident et apparaissait tellement évident entre des questions de responsabilité sociale confrontées tant à des questions de violence qui sont faites au journalisme aujourd'hui, y compris dans nos pays, et qui rejoignent les formes de violence faites aux journalistes en Afrique et qui ne sont pas neuves. Les questions de communauté, on a évoqué tout à l'heure. On pourrait largement dire comment en Afrique, certains réclament, peut-être à raison, parfois à tort aussi, une spécificité de la déontologie journalistique africaine, mais on remet en avant dans ces approches-là notamment la question de la communauté. Et la question de la communauté est évidemment une question qui, aujourd'hui, en journalisme, bien au-delà du journalisme africain, interpelle nos pratiques. C'est ce que Hank lisait tout à l'heure dans cet extrait, me semble-t-il, sur les audiences, où ces questions-là ont pris une dimension qui vont bien au-delà de simplement des réalités particulières ou des manières très situées d'aborder ces questions. Et je terminerai simplement en disant que, en revenant 2 secondes sur cette obsession qui est tout à son honneur, évidemment, de Marie-Soleil, d'avoir toujours eu cette réflexivité particulièrement universitaire, cette intransigeance par rapport à elle-même, par rapport à ses travaux et par rapport à ses limites. Je pense que c'est Christine Deslauriers qui l'a dit tout à l'heure, une espèce de complexe de l'usurpateur, en n'arrêtant pas de dire qu'elle n'était pas universitaire. Alors, je peux dire que ça m'a coûté de nombreuses bières. On en a bu quelques-unes sur ces questions-là, et je n'ai cessé de lui dire à quel point, à chaque fois, son apport était totalement exceptionnel. Le recul, aujourd'hui, permet de le dire, parce que tous ces questionnements que je viens d'égrener, depuis le déniaisement d'une approche très frustre d'une déontologie qu'on pourrait appliquer comme ça de haut, et qui d'ailleurs ne s'applique jamais en réalité dans les pratiques, jusqu'à la complexité, eh bien, c'est typiquement elle qui l'a apporté. Moi, je peux dire en tout cas qu'elle m'a fait progresser fortement dans cette vision-là. Je n'ai qu'un regret, c'est de ne plus pouvoir partager de bière avec elle. Merci. Merci Benoît pour cette évocation. C'est à Delphine que je cède maintenant la parole pour un projet bien précis. Bonjour à tous. Malheureusement, moi, je n'ai pas eu l'occasion de travailler très longuement avec Marie-Soleil. Je l'ai rencontrée assez tardivement, mais on a travaillé longtemps sur le projet donc, du Fonds de solidarité. Mais je pense que c'est Gérard qui parlera un petit peu de ce projet, comme l'a dit Anne. Et moi, ici, je vais vous parler d'un projet en particulier qui s'appelle le projet Décolonisons-nous. Donc, le projet Décolonisons-nous, c'est un projet collectif qui est né au sein du service des relations internationales il y a plus d'1 an maintenant et qui s'inscrit dans un contexte très actuel. Au moment où on l'a lancé, c'était le contexte du mouvement Black Lives Matter, qui a été suivi par la mise en place au niveau belge d'une commission parlementaire fédérale sur le passé colonial et de développement évidemment de mouvements décoloniaux qui étaient de plus en plus actifs en fait au niveau national et international et qui ont permis du coup à des universités de s'emparer de ce sujet et de mettre en place de plus en plus de recherches, d'études et de réflexions et de proposer des actions très concrètes dans ce domaine. Donc dans ce contexte, notre collectif il a été frappé par plusieurs constats. D'abord, des constats très généraux qu'on a pu faire donc sur le fait que les discriminations raciales structurelles continuent d'exister fortement et de marquer en fait, la société et les institutions belges au sens large. Le faible pourcentage de professeurs d'origine africaine et afrodescendants dans l'enseignement supérieur belge. La faible place aussi de l'enseignement de l'histoire coloniale dans nos programmes scolaires et un espace public qui reste évidemment fortement empreint de notre passé colonial. On a aussi pris en considération des éléments qui étaient un peu plus spécifiques aux relations internationales. Effectivement, on s'est rendu compte que la coopération était encore pensée de façon très unilatérale et pas du tout dans sa globalité. Il y avait encore un rapport très, très inégalitaire dans les relations entre le Nord et les Suds dans la coopération au développement.
Et avec tous ces constats, donc, il nous est apparu qu'il y avait les aspects discriminants de l'héritage colonial étaient encore très présents sous diverses formes dans notre université. Et donc aujourd'hui, via ce projet, on a l'intention de proposer une réflexion en fait sur notre histoire coloniale et à partir de là, sur une décolonisation de l'université. Ce qui est important pour nous, en fait, c'est vraiment de faire ce lien entre le passé et le présent et de voir aussi donc, comment ces représentations découlent des systèmes coloniaux et sont encore aujourd'hui à l'origine de nombreuses discriminations et inégalités. Alors la décolonisation, c'est un mot qui est fort utilisé aujourd'hui, qui est assez large. Et donc c'est important pour nous de rappeler que quand on parle de décolonisation, on parle d'une définition assez particulière qu'on a repris de l'Université de Londres et qui nous dit donc que la décolonisation, c'est en fait un effort pour interroger et transformer les héritages institutionnels, structurels et épistémologiques du colonialisme, en particulier lorsque ceux-ci en fait créent des injustices dans l'enseignement supérieur et des obstacles à la connaissance et à la compréhension. Donc on a pris cette définition évidemment puisqu'elle correspond au fait que notre programme, enfin notre projet s'inscrit au sein de l'université. Donc pour revenir un peu plus au concret de notre projet, donc il a vraiment deux grands axes, deux objectifs. Le premier, en fait, c'est de décoloniser les relations internationales de l'ULB, donc c'est-à-dire transformer notre façon de travailler avec nos partenaires des Suds. Pour ce premier axe, on travaille en groupe de travail. Donc on a différents groupes de travail, comme par exemple celui de la décentralisation, de la recherche et de l'enseignement, de l'économie de la coopération, mais surtout de l'accueil des étudiants. Et c'est sur celui-ci qu'on travaille actuellement. Pour ce groupe de travail de l'accueil, en fait, on va proposer ce groupe de travail avec tous les services de l'ULB qui sont en contact avec les étudiants, que ce soit une toute petite partie durant leur parcours universitaire ou à énormément de moments durant ce parcours. Et l'idée est vraiment de travailler avec tous les services pour améliorer cet accueil et ressortir de ce groupe de travail avec des actions vraiment concrètes qui vont permettre d'avoir un réel changement pour ces étudiants. Pour permettre de pouvoir avoir de la matière pour travailler avec tous ces services, on a décidé en amont de se baser sur une enquête qui a été réalisée par une mémorante en sociologie sur en fait les conditions de vie des étudiants africains et afrodescendants. Donc on va se baser sur les résultats de cette enquête pour pouvoir amener vraiment de la matière lors du groupe de travail. Et on va également réaliser en fait un groupe de réflexion avec des étudiants africains et afrodescendants, avec lequel on va discuter de leur parcours à l'université. On va sélectionner quelques récits de leur parcours à l'université pour vraiment comprendre leur expérience et se baser là-dessus pour essayer d'améliorer notre accueil au sein de l'ULB avec tous les services concernés. Ça, c'est le premier axe, donc. Et le deuxième axe, c'est un axe un peu plus global. Donc, l'axe, c'est de sensibiliser, en fait, la communauté universitaire à une décolonisation plus large de nos campus et aux différentes inégalités qui découlent encore de ces héritages coloniaux. Donc là, on est beaucoup plus dans un axe de sensibilisation et donc, du coup, d'action, je veux dire, un peu plus culturelle. Donc, on a réalisé plusieurs événements depuis le début du projet, comme un événement autour d'un podcast qui avait été réalisé par le collectif Mémoire coloniale sur une visite décoloniale de l'ULB. On avait beaucoup parlé de l'art et du colonialisme, comment déconstruire tout ça. Et aujourd'hui, on organise également des visites décoloniales du Musée de l'Afrique, également avec le collectif Mémoire coloniale. Et à venir, on a encore d'autres événements avec We Decolonize, donc à la VUB, en partenariat avec eux. Et fin de l'année, on organisera une pièce de théâtre également qui touche aux discriminations et au racisme. Donc, juste pour rappeler, ce projet, il est bien collectif et participatif. Et on s'est rendu compte qu'on était trois collègues du service des relations internationales à travailler sur ce projet, mais qu'on avait besoin vraiment d'être épaulés et d'avoir des conseils des personnes concernées. Et donc, pour cela, on a décidé de mettre en place un comité d'accompagnement qui est composé exclusivement de personnes africaines et afrodescendantes pour vraiment nous guider dans les bonnes lignes pour continuer ce projet. Et j'ai la chance, Gérard Birantamigé fait partie de ce comité d'accompagnement. Et donc, je vais le laisser nous dire quelques mots sur ce comité. Merci. Ce comité, il a un rôle, évidemment, comme le nom l'indique, c'est un comité d'accompagnement. Le projet, il incombe au service en question. Et le rôle de ce comité, c'est éventuellement de participer à
la réorientation et à la redéfinition de certains axes ou de certains aspects des axes, parce qu'en fait, tout dépendra aussi du cheminement du projet, tout dépendra aussi des acteurs qui sont impliqués, etc. Deuxième chose, c'est de participer à la réflexion et à la proposition des groupes de travail, parce que si chaque axe, il y a plein de choses à faire et du coup, l'équipe du projet voudrait évidemment qu'il y ait des groupes de travail pour réfléchir en profondeur. Et le troisième aspect, c'est d'accompagner l'équipe du projet sur la mise en place d'une approche méthodologique vraiment décoloniale, parce que souvent, il y a dans ce terme beaucoup de choses, on en dit beaucoup de choses, mais peu de choses filtrent, évidemment, par rapport à ça. Et du coup, une méthode décoloniale, c'est celle qui permettrait évidemment de sortir de ces sentiers battus pour affronter la question au niveau du fonctionnement de l'institution qui est l'ILB. Alors, par rapport à ça, par rapport à ce comité comme annoncé, on a déjà fait des réunions, je pense qu'on en a déjà fait 2 de manière plus large, et on en a fait 2 de manière plus restreinte. Pour réfléchir évidemment sur la méthodologie, notamment en partant du fait que au sein de l'équipe du projet, on doit partir sur des bases concrètes à partir d'une étude. Enfin, il y a une étude plus ou moins quantitative, mais on a proposé aussi qu'il y ait une étude plus qualitative basée sur des récits de vie, parce que le quantitatif il est généralement une forme de topo global, et parfois on peut se retrouver coincé entre ce que disent les chiffres et la réalité du fonctionnement. Donc on voudrait partir des récits de vie des étudiants et de leur parcours pour comprendre évidemment qu'est-ce qui peut être fait. Voilà, donc on est toujours, c'est un projet qui est en cours, l'accompagnement est en cours. Nous espérons qu'on va finir par y arriver. Alors pour finir avec ça, c'est aussi que au niveau du consortium des universités, je pense francophones, oui, il y a eu aussi un rapport d'études qui a été publié récemment. C'était un rapport aussi sur la décolonisation des universités, et il y a de la matière, il y a des recommandations, et tout ça, on doit travailler sur ça pour voir réellement qu'est-ce que les universités peuvent bénéficier par rapport à cela. Voilà, je peux me limiter à ça, je vous fais la parole. Merci beaucoup Gérard. Ben voilà, je pense qu'on a fait le tour sur le projet. Mais donc comme l'a dit Gérard, c'est vraiment le début, je pense, d'un long projet. Il y a encore énormément à faire. Donc c'est un projet qui va durer dans le temps. Et donc n'hésitez pas également aussi à nous contacter si vous avez envie de faire des actions avec nous dans le domaine décolonial. On est vraiment ouvert à toute proposition et à toute réflexion pour améliorer ce projet et pour être toujours dans les bonnes lignes pour avancer. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Juste une correction, je crois que le fameux rapport dont tu parles, Gérard, sur les universités, sur le processus de décolonisation, ce n'est pas uniquement les francophones, c'est aussi les universités flamandes. Donc c'est l'ensemble des universités belges qui sont concernées. C'est comme pas souvent que c'est le cas, donc ça vaut la peine de le dire, quoi. C'est notre petit nord-sud belgo-belge, quoi. Daniela, je te cède la parole. Merci, bonjour à toutes et à tous. C'est un honneur pour moi de pouvoir prendre part à cet hommage académique à Marie Soleil et intervenir sur ce sujet, sur la décolonisation des études sur les médias, me fait repenser à nos échanges, me fait revivre un peu les échanges que nous avions quand j'étais doctorante et qu'elle était membre de mon comité d'accompagnement, en interpellant mon attention sur la nécessité d'appréhender l'étude des médias burundais sur la base d'un cadre théorique qui prend en compte des réalités du contexte qui parfois peut être éloigné des réalités du contexte occidental qui est à l'origine de certains principes et standards au niveau de l'étude des médias. Et j'aimerais juste revenir sur certains de nos échanges qui, même aujourd'hui,
nourrit encore les débats, les réflexions sur l'étude des médias, tant au niveau du Nord, en Occident, mais également au niveau du Sud. Et entre autres questionnements sur lesquels reviennent de nombreux auteurs qui s'intéressent à cette thématique sur la décolonisation, c'est de savoir dans quelle mesure l'Afrique et le Sud en général ont des approches théoriques qui pourraient être distinctes et propres et spécifiques à elles. Et si dans les études des médias africains, y aurait-il de l'africain? Dans les études des médias asiatiques, y aurait-il de l'asiatique? Et cela peut également se transposer sur les différents contextes au niveau du Sud. Et un des auteurs qui vient de publier un ouvrage sur la décolonisation, certains peut-être peuvent le connaître, c'est en anglophone, c'est un chercheur nigérien. Il insiste sur le fait que, peut-être pour une précision, son ouvrage est intitulé « Le Decolonial Turn in Media Studies in Africa and Global South ». En fait, pour lui et pour d'autres nombreux auteurs, le cadre, les questions en rapport avec la décolonisation rentrent dans le cadre d'une critique décoloniale des études sur les médias et la communication. Et pour lui, le tournant vers la décolonisation n'est pas seulement culturel ni épistémique, mais devrait tendre davantage sur un impératif de la décolonisation comme une voie qui nourrit et qui peut même transformer le domaine des études sur les médias. Et sans trop vouloir entrer dans les débats des milieux scientifiques sur la décolonisation, il est clair et il est évident que des chercheurs, quel que soit leur positionnement scientifique, se rejoignent pour reconnaître que les principes et les standards du journalisme ont émergé dans un contexte occidental qui est différent de celui de l'Afrique et que les conditions de travail des journalistes occidentaux et africains en sont bien éloignées. Et au-delà de ces réflexions dans les milieux scientifiques, le besoin de la décolonisation des études sur les médias est bien réel quand on fait ou on entreprend des recherches ou quand on enseigne sur les médias africains. Et on est constamment amené à se questionner sur la définition du cadre théorique qui pourrait être approprié à l'étude des médias africains en général, mais également, peut-être pour mon cas, des médias burundais. Et Anker a eu le temps peut-être de l'évoquer, l'essentiel de la documentation qui est disponible et qui est facilement accessible sur les médias concerne les médias occidentaux et surtout en anglais. Et le cadre, c'est vrai, le cadre général des Media Studies peut aider à comprendre les interactions, le fonctionnement des médias, mais comme je venais de le dire, les réalités, les contextes qui fondent ces études sur les médias sont différents de celui qui existe en Afrique. Et Marie Soleil le soulignait déjà dans son ouvrage sur les journalismes d'Afrique, que les médias africains constituent le lieu du déploiement des pratiques journalistiques ancrées dans d'autres réalités qui se démarquent des modèles occidentaux. Et nombreux sont des éléments de divergence qui peuvent être relevés entre le contexte occidental et le contexte africain. Je ne vais pas trop m'y appesantir, mais cette divergence justement au niveau de l'environnement des caractéristiques des médias selon les aires géographiques et culturelles
suscite des questionnements sur la pertinence du recours à de mêmes concepts théoriques et elle encourage une plus grande considération de la recherche sur les médias africains et du Sud en général, et elle pousse jusqu'à chercher à se forger des outils propres à l'analyse de ces médias du Sud et qui tiennent réellement compte des réalités particulières qui sont liées au contexte d'études. Et ce qu'il faut aussi évoquer et sur ce que Marie-Soleil aussi n'oubliait pas de revenir chaque fois qu'on avait nos échanges, c'est que cette marche vers la décolonisation est loin d'être un chemin ou une voie sans entrave. Elle comporte, si on n'y prend pas garde, à des risques de dérive, du relativisme culturel et de l'exceptionnalisme africain. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle ces propos gardent toute sa pertinence lorsqu'elle dit que jeter sur les médias africains un regard qui se départisse le plus possible des références occidentales à prétention universelle, tout en n'étant pas dupe de la manière dont les spécificités locales peuvent être invoquées pour justifier des pratiques contraires à la liberté de la presse et aux droits de l'homme en général, constitue une tâche épineuse, mais très essentielle. Et justement, l'intérêt pour la décolonisation des études sur les médias, comme cela a intéressé de nombreux auteurs, est à l'origine, ou en tout cas est suscité par un certain nombre de défis que d'autres orateurs ont eu à évoquer, notamment le fait qu'il y a un manque de visibilité, un manque de reconnaissance sur la scène académique des recherches sur les médias africains en général et plus particulièrement sur les médias de l'Afrique subsaharienne, des médias de l'Afrique francophone. Et on a encore un défi lié à l'espace qui est encore limité, l'espace institutionnel, tout ce qui est revue, tout ce qui est département ou centre de recherche dédié, qui constitue encore un obstacle majeur pour être bien positionné en champ de débat et d'échange stratégique du point de vue scientifique. Et on pourrait également aussi citer la marginalisation des études sur les médias africains dans les domaines, dans les académies occidentales et aux communications en Afrique et dans le Sud. Et la coopération constitue sans nul doute une voie qui est porteuse pour pouvoir relever et affronter certains de ces défis, dans la mesure où elle peut ouvrir à de meilleurs accès à des opportunités, à des espaces, à des ressources dans la recherche sur les médias du Sud. Mais également, elle peut permettre d'accroître les possibilités de production, de diffusion, mais également de visibilité des connaissances dans le domaine des études sur les médias dans le Sud. Et ouvrir aussi la possibilité pour des chercheurs sur ces médias africains et du Sud en général, à pouvoir participer à l'orientation théorique du domaine des médias et de la communication qui serait nourrie par justement l'étude sur les médias du Sud. Et c'est à travers la coopération que aussi pourrait se mettre en œuvre un débat, une réflexion qui est non seulement continu, mais également productif sur la décolonisation du domaine. Et pour ne pas trop dépasser le temps qui m'a été imparti pour cette petite intervention, j'aimerais aussi revenir sur le fait que, quelque part, j'ai une marque en moi de ce que peut être une coopération fructueuse. J'ai connu Marie-Soleil 5 ans après avoir embrassé le métier de journaliste.
mais sans au préalable une formation dans le domaine, parce que ça faisait presque 20 ans qu'au Burundi, il n'y avait pas d'école de journalisme, qu'elle avait fermé ses portes. Et c'est à travers justement un projet de coopération qui a permis de démarrer un master en journalisme, et elle y était comme notre enseignante. Et c'est d'ailleurs elle qui a dirigé mon travail de fin d'études. Et 5 ans après encore, à travers un projet de coopération, il y a eu une possibilité d'avoir une ouverture à une formation doctorale. Et j'ai pu être ici en Belgique pour suivre une formation doctorale sous, avec Benoît Grevis comme promoteur, mais également avec Marie Soleil dans mon comité d'accompagnement. Et son apport a été essentiel de par sa connaissance des médias africains. Et le but ou la visée de ce projet de coopération était entre autres de vraiment former des personnes ressources dans le domaine des médias, des personnes ressources locales, parce que dans le cadre de ce master, nombreux ou pratiquement presque la totalité des enseignants étaient des enseignants belges qui provenaient des universités belges. Et à travers ce projet de coopération, il y avait cette ambition, ou en tout cas ce souhait, de renforcer les personnes ressources locales. Et du coup, avec leur appui, avec leur soutien, ce travail a pu être réalisé. Et aujourd'hui, ce travail, je l'espère, et c'est le cas, profite à l'Université de Burundi, parce que dans l'entretemps, il y a 3 années, un département de communication et de journalisme a été créé à l'Université de Burundi. Et voilà, j'y contribue, j'y apporte ma modeste contribution pour partager le savoir que j'ai acquis à travers ces initiatives de coopération. Et je terminerai en disant que je ne suis pas la seule à avoir cette marque de la coopération, parce que je sais que des journalistes burundais ont eu, à travers des formations, à travers des projets de recherche, ont eu à être aussi marqués par des initiatives de collaboration qui ont bien été fructueuses. Et si aujourd'hui je suis là, en train peut-être d'honorer la mémoire de Marie Soleil avec cette marque de la coopération dans mon parcours, je ne suis pas la seule, et je me permets aussi de parler au nom des journalistes burundais qui aujourd'hui ont eu à être formés à travers des projets de formation que Marie Soleil a peut-être initié, ou en tout cas a accompagné. Et nous sommes très honorés en tant que Burundais, ce pays qu'elle a beaucoup aimé et dans lequel elle s'est beaucoup investie, de pouvoir l'honorer, d'honorer sa mémoire. Je vous remercie. Merci Daniela pour à la fois ce témoignage et puis ce retour réflexif finalement aussi sur la matière elle-même, qui est très très riche. Gérard, je te laisse la parole. Ouais, merci Manu. Moi, je ne veux pas parler de la décolonisation des médias, c'est-à-dire je ne suis pas dans le monde des médias, sauf que je bénéficie évidemment de l'apport des médias. Je suis politologue, donc je travaille sur des questions un peu éloignées de l'univers médiatique, les questions de sécurité. Mais je vais parler des médias aujourd'hui, ou du monde médiatique, en effleurant un peu mes discussions, mes échanges avec Marie Soleil. Je dois dire que Marie Soleil n'était pas seulement du monde médiatique ou du monde académique, elle était dans le monde de ce qui est vivant en fait. Alors, moi, j'ai eu à échanger avec elle sur une question un peu qui me taraudait un peu sur les médias burundais qui venaient d'être pulvérisés en 2015. Donc, pour les gens qui ne suivent pas l'actualité du Burundi, en 2015, il y a eu une crise politique qui a fait que les médias soient
considérés comme des rebelles par rapport à la donnée politique. Et du coup, 3 ou 4 médias ont été pilonnés à la mitrailleuse, et puis les journalistes sont exilés, d'autres ont été emprisonnés, etc. Et ce qui m'a beaucoup interpellé par rapport justement à l'apport de Marie-Soleil dans l'univers médiatique burundais, c'est le débat que j'ai eu avec elle en 2017 par rapport au fait que les médias qui étaient partis en exil, qui étaient basés au Rwanda, d'autres en Occident, notamment au Canada, j'ai échangé avec elle sur la question du professionnalisme, de la déontologie, de l'éthique des médias. Moi, en tant qu'exilé, je me disais, mais comment se fait-il que les médias, qui sont calqués d'être des rebelles, continuent à observer l'éthique, la déontologie, le professionnalisme, etc. Pourquoi ils ne peuvent pas être engagés sur le terrain de la résistance? C'était ça mon questionnement. Et un jour, donc, j'ai dit poser cette question à Marie-Soleil. Je vais essayer de vous donner les réponses qu'elle m'a données. Pour comprendre en fait comment elle était à la fois affectée, mais en même temps, elle restait debout sur la question du professionnalisme. Elle m'a dit, renoncer au professionnalisme, c'est accepter l'étiquette d'être des médias rebelles, collés à l'ELPO. C'est aussi légitimer les mandats d'arrêt internationaux, les arrestations des journalistes, etc. Deuxièmement, que renoncer à ce professionnalisme, c'était en fait renoncer de défendre une profession qui s'était aussi passé des médias de paix à des médias de guerre, ou des médias de haine, ou des médias de violence, que cela, en fait, devait affecter l'univers médiatique burundais, non pas actuellement pour la génération des médias ou la génération des journalistes actuels, mais pour peut-être des centaines d'années après. Donc, les journalistes qui étaient en exil devaient continuer à observer le professionnalisme, l'éthique, la déontologie, et ne pas céder en fait à la pression. Bon, j'étais un peu, personnellement, je me disais, c'était comme si j'étais sur un ring et que je venais d'avoir un coup KO, parce que je m'attendais à ce qu'elle me dise, bon, écoute Gérard, c'est vrai ce que tu dis, c'était par rapport évidemment à des événements qui sont passés. Je me rappelle que je réagissais par rapport à un reportage qu'il y avait eu dans une des radios en exil sur le conflit interne au sein de la plateforme Sénared. Donc, je partais de ça pour échanger sur les gens qui suivent l'actualité au Burundi. Si le Burundi le savent bien. Et donc, j'étais convaincu justement que si les médias renoncent au professionnalisme, si les médias renoncent à l'éthique, si les médias burundais en exil ou ceux qui sont à l'intérieur du pays, parce qu'il y en a aussi, renoncent à une forme d'éthique dans le travail, ça allait affecter évidemment, non pas seulement les médias, mais aussi tout le fonctionnement des institutions du pays. J'ai aussi à échanger avec elle sur pas mal de choses. Mais là, je vais parler aussi de la question qui m'a été posée, ou enfin l'intervention qui m'a été demandée de faire sur le fonds de solidarité des chercheurs en danger. Je ne vais pas dire beaucoup de choses. Je vais partir d'une anecdote, en fait. En 2019, moi, j'avais longtemps échangé avec Marie-Soleil sur les questions sur le Burundi, sur toute la dynamique politique. Mais je n'avais jamais su qu'il y avait un fonds de solidarité aux chercheurs en danger que je venais de passer 4 ans en exil. Je l'ai su quand, en fait, j'ai demandé à Marie-Soleil une lettre de recommandation. J'ai su qu'il y avait un fonds, je voulais postuler. J'ai dit, est-ce que vous pouvez écrire pour moi une lettre de recommandation? Je dois postuler pour le fonds. Et sa réponse a été, mais Gérard, tu es mal tombé. Je suis la présidente du fonds. Bon, elle m'a encouragé à poster évidemment, et je vais parler justement de ce fonds. Il s'agit d'un fonds, je pense, qui est tout à fait important pour le monde que nous traversons, le monde soumis à des tourbillons politiques, soumis à des incohérences ou des complexités. Il suffit de voir comment la liberté académique actuellement, ou la liberté de penser, est mise en tenaille par les régimes politiques, pas même les régimes qui sont dits démocratiques. Il suffit de voir ce qui s'est passé en Hongrie, etc. On a fermé l'université, ce qui se passe en Russie actuellement, en Ukraine, etc. Donc, c'est un fonds qui vient en aide à des chercheurs qui ne sont plus à mesure de faire les recherches dans leur pays
ou sur des objets de recherche qui sont situés dans les pays d'origine. Alors, ce fonds permet aux chercheurs de s'insérer, d'une part, dans un environnement de recherche qui est libéré des pesanteurs. C'est un fonds aussi qui permet aux chercheurs aussi de sentir qu'il a une valeur, quoi. Parce que quand on a quitté son pays, quand on est exilé, quand on est pourchassé, par exemple, ce qui s'est passé en Turquie au lendemain du coup d'État, etc., le chercheur, quelque part, il perd un peu de son soi et il sombre, en fait, dans une forme de nostalgie du passé. Et donc, le fonds permet de renouer avec le fil, de retourner dans la recherche, de pouvoir échanger avec les autres, de communiquer sur ces recherches, etc. Donc, c'est un fonds qui, personnellement, m'a aidé beaucoup parce qu'à un certain moment, 4 ans après, je continuais à allumer la flamme, à faire la recherche ou à communiquer sur mes recherches. Mais à un certain moment, je me disais à quoi ça sert tout ça, de passer toute une année sur un papier alors que je ne suis pas dans la carrière, je ne suis pas même dans l'université. Donc, ça permet en fait de revenir et voilà, de passer à l'essentiel. Donc, c'est un fonds qui est extrêmement important pour moi et pour les autres. Et je pense que c'est une idée qui devait être pérennisée ici à ILB, mais aussi qui devait, je dirais, qui devait faire tache d'huile dans les autres universités, ici en Belgique comme ailleurs dans le monde. Voilà, je vais finir par, comme je parlais de Marie-Soleil, je vais finir par une lettre qu'on a écrite en 2017, c'est la liberté de penser, parce que la liberté de penser, c'est aussi un autre aspect qui était très cher à Marie-Soleil. On avait échangé sur ça pas mal de fois. Alors, cette lettre qui a été écrite qui a été signée par bien de chercheurs sur le Burundi. C'était une lettre pour donner un peu de force aux académiques burundais qui sont soumis à la censure, à l'autocensure, qui sont soumis à la peur, parce que au Burundi, Daniela ne va pas me déconstruire dans ce que je suis en train de dire, elle qui est là. On ne dit pas... Enfin, si on fait une recherche, ce n'est pas évident qu'on pourra publier les résultats. Parce que pour publier les résultats, il faut pouvoir mesurer les mots qu'on utilise, il faut pouvoir scruter l'audience, il faut pouvoir, je ne sais pas, essayer de s'autocensurer pour éviter que la communication que tu vas faire ne débouche sur un fiasco. Donc, la liberté de penser, c'est un aspect important de la liberté académique. C'est un aspect aussi important de la liberté qu'on a vis-à-vis de l'environnement politique, qu'on a vis-à-vis des médias, qu'on a vis-à-vis de la société. On avait échangé sur ça et j'ai été sidéré qu'après, il y avait eu un colloque ici à ILB qui a débouché sur une publication sur la liberté académique. Il y a un ouvrage que j'ai vu d'ailleurs qui est là. Donc, pour finir, c'est une leçon de vie que je vais donner par rapport aussi à mes entretiens avec Marie-Soleil, une leçon de vie. Elle m'avait parlé de sa maladie depuis 2015, 2016. Elle continue à bosser comme un nègre, comme on dit. Et un jour, j'ai demandé à Marie-Soleil, je pense que c'était sur un avion, sur un vol Nairobi-Lubumbashi, c'était au moment où ils allaient lancer l'école d'architecture, ou la faculté d'architecture à Lubumbashi. On a travaillé sur un programme de conférence qui devait se dérouler ici à ILB en mars sur justement le réseau de recherche sur le Burundi. Et après, j'ai demandé à Marie-Soleil, mais écoute, toi, tu m'as dit que ton pronostic vital est en danger, etc. Comment se fait-il que tu continues à bosser comme ça? Et sa réponse m'a dit, si tu veux lutter contre la maladie, si tu veux lutter contre les angoisses existentielles, si tu veux lutter contre les injustices, etc., tout ce qui fait mal à l'homme, c'est de continuer à faire ce qu'on aime. Voilà, je vous remercie.
Merci Gérard pour ce témoignage. Vous aurez compris que c'est difficile de parler de décolonisation sans parler bien sûr de la coopération universitaire et vice-versa. L'idée, c'est que maintenant, la dernière intervenante de ce panel, ce soit Marie-Soleil. Elle avait enregistré une vidéo en tant que vice-rectrice aux relations internationales pour présenter ce qu'était la coopération universitaire au développement et surtout peut-être ce que n'était pas la coopération universitaire au développement, aussi pour convaincre des collègues qui ne la connaissaient pas ou qui en avaient une image tronquée de ce que c'était en réalité, de ce que ça pouvait être. On va donc lui laisser la parole. Oui, détends l'atmosphère. Oui, ça fait un long silence pesant, comme ça. Je ne vais pas vous raconter des anecdotes. Est-ce que ça marche? Non, toujours pas. Ça fait penser à pas mal de discussions à distance qu'on essaie d'avoir entre la Belgique et l'Afrique quand on a travaillé en visioconférence. C'est une réalité, on voit de l'image qui bouge et les images sont figées, on n'a pas le son. On a l'inverse. Tout le monde a connu ça ces 2 dernières années avec le Covid. Tous ceux qui, comme nous, ont travaillé dans la coopération universitaire le connaissent depuis bien plus longtemps avec ce genre de situation. La coopération universitaire a d'ailleurs contribué au développement de la fibre optique au Burundi pour tenter d'améliorer cette situation. Mais bon, je ne vais pas développer. On espère qu'on va pouvoir entendre de ce que dit Marie-Soleil dans cette vidéo. Évidemment, je ne fais que paraphraser et je ne reprendrai pas son message et sa formulation exacte, mais je crois que ce qui est important dans cette vidéo qui s'adresse aux gens qui ne connaissent pas nécessairement le contexte de la coopération universitaire, c'est que s'il y a bien quelque chose qu'il faut éviter de faire ou de croire, c'est de croire que la coopération universitaire, ça sert à sauver le monde. Je pense que c'est le message qu'elle fait passer dans cette vidéo. C'est pas de la charité, c'est pas les petites actions qu'on fait qui vont d'un seul coup résoudre l'intégralité des problèmes du monde. C'est un appel aussi de sa part à rappeler la richesse que le fait de s'engager dans la coopération universitaire pour des acteurs du Nord académique peut apporter. Alors, on ne peut pas apporter nécessairement à leur carrière. Ça, c'est un enjeu qui a été évoqué ce matin. Enfin, ce matin, non, pardon, c'était pas du tout ce matin, mais donc en début de colloque tout à l'heure, parce que c'est pas énormément valorisé dans une carrière académique. Mais ce que ça peut apporter en richesse personnelle, évidemment, en termes de rencontres, bien sûr, mais aussi en tant que chercheur et en tant qu'enseignant. Alors, j'en profite déjà pour vous dire que le temps qu'on avait prévu pour éventuellement des échanges avec vous, il sera maintenu, mais donc autour d'un verre, puisque vous le savez, après la séance ici,
Les jeunes chercheurs. C'est sur cet appel au partage que je vais vous faire passer les deux derniers messages de la part du comité d'organisation. Le premier, c'est donc que vous êtes toutes et tous conviés à ce drink qui a lieu au même endroit que la pause café. Et le deuxième, c'est qu'on vous fixe rendez-vous demain à 10h, même endroit, pour la suite des débats. Un tout grand merci à toutes et à tous. Merci beaucoup.